je vais faire une petite présentation de Madame Catherine Rousset, qui est actuellement chercheuse à l'Institut national de recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc, il fait partie de l'équipe copain du laboratoire TSCF. Ses thèmes de recherche sont la conception d'ontologie, la représentation des connaissances, la représentation du contexte, le web sémantique, le réseau de capteurs sémantiques, le raisonnement spatial, entre autres. Donc, auparavant, elle était chercheuse à l'Institut national de recherche en sciences et technologies de l'environnement, qui était dénommé à l'époque CEMAGREF. Et donc, ça, c'est de 2011 à 2020. De 2002 à 2011, elle était professeure assistant à l'Université Claude Bernard de Lyon. Bon, il faut rappeler aussi que Madame Rousset a enseigné les bases de données pendant longtemps et a participé à beaucoup de projets qui ont abouti donc à des applications. Donc, elle pourra revenir sur certains aspects de ce que je viens de parler. Madame Rousset, vous avez la parole. Merci beaucoup et merci pour l'invitation à venir présenter mes travaux. Est-ce que vous... normalement, Ah oui, ok. Vous voyez ma présentation, c'est bon? Oui, on la voit. Merci. Okay. Donc, je vais vous présenter... Oula, attendez, c'est moi qui ai un souci maintenant? Ouais, bon, d'accord. Je vais d'abord vous faire un petit récapitulatif du domaine de l'intelligence artificielle auquel je contribue, qui est différent de celui du machine learning qu'on vient de vous présenter. Donc, et ces deux domaines de l'intelligence artificielle peuvent être complémentaires. Il y a des travaux actuellement pour montrer cette complémentarité. Et je vais vous présenter principalement ce que sont les technologies du web sémantique. Donc, et à la fin, dans ces technologies-là, ça nous aide à construire des ontologies ou des graphes de connaissances et à publier des données sur le web. Et je vais aussi vous présenter des méthodes de construction de ces graphes et de ces ontologies. Ensuite, j'aurai une partie où je vous présenterai trois applications qui sont issues de nos travaux. Et à la fin, je vous présenterai comment ces technos-là sont utilisés pour l'intégration de données dans le domaine de l'INRAE. Donc, en agriculture, en agronomie et en environnement, plus précisément en biodiversité. Donc, on va revenir à des fondamentaux. Qu'est-ce qu'une donnée? Une donnée est une information qui peut être enregistrée, traitée, analysée ou communiquée, quelle que soit sa nature. Lorsque la donnée n'a pas encore été traitée ou contextualisée, on parle de données brutes. Donc ça, c'est une définition qui vient du guide de gestion de données de la recherche à l'IRSTEA, qui était l'ancien institut auquel j'appartenais avant d'appartenir à l'INRAE. C'est l'évolution du CEMAGREF, si vous voulez. Donc, si on récapitule, une donnée est un élément d'information qui est percevable par l'humain, manipulable par la machine. Vous avez un exemple, par exemple, je vous donne le nombre 34. C'est une donnée, mais vous ne savez pas quoi en faire encore. Pour que ça devienne une information, il faut que cette donnée ait du sens. Donc, pour l'humain, il suffit de lui fournir du contexte. Le contexte, c'est par l'environnement où la donnée a été perçue. Donc là, ce 34, si vous le trouvez sur un mur à côté d'une porte, vous allez savoir que c'est le numéro d'une adresse. Pour la machine, cette donnée, pour qu'elle ait du sens, il faut qu'elle soit typée et il faut qu'elle appartienne à une structure de données. Donc, les deux sont complémentaires. Et une connaissance, alors c'est une information particulière qui a été formalisée dans un langage informatique qu'on appelle un langage de représentation des connaissances. Ces langages-là permettent de faire des traitements que les autres langages informatiques ne peuvent pas faire. Ces traitements sont appelés des inférences et ça permet de découvrir de nouvelles connaissances. Vous avez un exemple, vous avez un fait. Un homme est marié à une femme, Barack Obama est marié à Michelle Obama. La relation mariée est définie comme une relation symétrique. Donc, automatiquement, le système d'inférence va rajouter un nouveau fait que Michelle Obama est mariée à Barack Obama. Donc, c'est ce genre de choses que font les moteurs d'inférence. Pour vous, en tant qu'humain, ça va vous paraître très simple à trouver. Pour la machine, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on est obligé d'optimiser les machines pour produire ces nouvelles inférences. Donc, les ontologies, on va faire un petit rappel. Le mot ontologie a été emprunté
dans une science de la définition de l'observation. Par exemple, Diderot a créé la première ontologie, c'est l'étude du monde. On doit caractériser les phénomènes du monde et les décrire d'une certaine manière. Et l'informatique a emprunté ce mot ontologie pour définir des nouveaux modèles. Alors, c'est arrivé au moment, enfin, on va repartir sur une partie de l'intelligence artificielle qui s'appelle les systèmes experts. Ces systèmes experts avaient pour but de remplacer l'humain et d'imiter le raisonnement humain. Donc, c'était avant les années 80. Il y a eu de gros efforts de fait là-dessus et ces systèmes ont échoué dans leur objectif parce que déjà remplacer un expert humain, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Normalement, parce qu'il fallait aller chercher l'expertise dans l'humain et la modéliser dans la machine. Quand ils ont compris qu'on construisait des machines pour les remplacer, ils étaient quand même beaucoup moins motivés à expliquer leur expertise. Et il y avait la phase d'acceptation aussi. Qu'est-ce qu'une décision prise par une machine par rapport à un humain? C'est pas facile à accepter qu'on soit dirigé par les machines. Et on n'a peut-être pas intérêt à l'être. Et un autre problème de ces systèmes-là, c'est qu'ils étaient déjà difficiles à construire. Il fallait reformaliser l'expertise de l'humain, mais en plus, pour les faire évoluer, c'était encore plus difficile. Tellement il y avait de connexions, il y avait d'informations que c'était quand on trouvait que le résultat n'était pas bon, comment aller les corriger, c'était pas facile. Donc en fait, dans les années 90, on a évolué et on a créé des systèmes à base de connaissances qui avaient plus pour but de remplacer l'humain, mais d'aider l'humain à réaliser une tâche. C'était un soutien, sachant que la machine a une grosse capacité calculatoire. Par contre, elle est très peu adaptable. L'humain a une plus faible capacité calculatoire, mais il est beaucoup plus adaptable. Il va pouvoir déduire de nouvelles informations avec des choses qui ne sont pas très correctes ou pas totalement correctes. Donc, dans les années 90, on a essayé de séparer les connaissances de résolution de problèmes des connaissances du domaine. Et les ontologies sont la formalisation des connaissances du domaine. Alors, une formalisation bien particulière parce qu'il faut que ces connaissances soient consensuelles, donc acceptées par une communauté, et il faut qu'elles soient stables. Il ne faut pas que ce soit des connaissances qu'on a envie de faire évoluer toutes les semaines ou tous les jours. Il faut que ce soit des connaissances de base. Alors, le souci qu'on a eu, c'est que Gruber, qui a été un des premiers chercheurs à travailler sur les ontologies, a défini les ontologies de l'informatique comme une spécification explicite d'une conceptualisation. Et là, tout informaticien va dire, moi je fais des ontologies parce que je fais de la spécification de système et je fais une conceptualisation vu que je dois représenter dans mon système informatique des éléments du monde réel. Et donc tous les informaticiens ont dit, nous on fait des ontologies. Mais en fait, les ontologies qui vont nous intéresser dans le domaine de l'IA, c'est des ontologies où il y a une formalisation. Donc cette formalisation doit cacher une théorie mathématique. Donc, pour faire de l'IA, je reviens à ce qui vous a été dit juste avant, il faut avoir un très fort background mathématique, en fait. Il faut être très logique. Et il faut aussi que cette conceptualisation soit partagée. Et quand un informaticien crée un système d'information pour un client, ce n'est pas une conceptualisation partagée, c'est la conceptualisation du point de vue du client. Donc voilà les deux points qui sont très importants à mettre en avant, sachant que le mot ontologie, vous allez pouvoir le trouver dans d'autres domaines que l'IA. Mais nous, on s'intéresse qu'à cette partie-là. Et je m'intéresse particulièrement aux ontologies du web, qui sont, si vous voulez, les schémas de données formalisés dans les langages des technologies du web sémantique. Donc je vais vous présenter maintenant ce qu'est le web sémantique. Donc, le web, pour connaître les technologies du web sémantique, il faut déjà avoir une idée de comment les faits sont représentés dans ces technologies-là, et on utilise une syntaxe abstraite sous forme de graphe. Donc, qu'on appelle Resource Description Framework, c'est un triplet RDF. Donc, tout fait va être décomposé sous forme de triplets qui lient deux nœuds entre eux avec un arc. Et cet arc est typé, il porte le nom d'un prédicat. Donc en dessous, vous avez un exemple de schéma. La partie haute, c'est le schéma, et la partie basse, c'est des faits.
Donc, dans le schéma, vous allez spécifier, c'est une ontologie qui va décrire le monde du sport, des joueurs de foot. Donc, vous avez une classe qui va représenter l'ensemble des personnes, après une classe qui va représenter l'ensemble des sportifs. Donc, pour être sportif, il faut être une personne. Vous avez une classe ensuite qui va représenter l'ensemble des joueurs de foot. Et vous allez spécifier une relation entre les éléments de la classe joueur de foot et les éléments de la classe équipe de foot. Et cette relation, elle s'appelle play-in. Et vous allez pouvoir ainsi définir des faits et pouvoir dire que Messi joue dans l'équipe de Barcelone. Et donc, vous êtes en train de construire des graphes pour décrire le monde, en fait, une réalité du monde que vous avez modélisé à l'aide du schéma, enfin de l'ontologie un peu plus haut. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut rajouter des contraintes quand on définit le schéma. Donc, on va rajouter une contrainte en disant que la relation joue-aidant ne peut être associée qu'à un élément source qui est un élément de l'équipe de la classe, joueur de foot. Et cette relation-là aura forcément pour cible un élément de la classe équipe de foot. Donc, cela veut dire que si j'avais un autre nœud qui représente un autre joueur avec une autre équipe de foot, même si je ne sais pas que ce joueur est une personne ou est défini comme joueur de foot, je vais automatiquement le dériver durant la présentation. Elle n'est pas assez stable. OK. Je coupe ma caméra. Alors, le souci, c'est que je vais être obligée d'arrêter le partage parce que l'onglet partage me masque l'onglet et je n'arrive plus. J'arrive plus à aller sur l'onglet excusez-moi, je suis en train de m'embêter les pinceaux. Ah si, ça se bouge. OK. OK. Est-ce que là, c'est meilleur? Oui, meilleur, je crois. Oui, c'est meilleur, oui. Merci. Excusez-moi. Donc, j'en étais à dire qu'on va pouvoir spécifier des contraintes. Donc, on va pouvoir relier un nœud représentant une personne à un nœud représentant une autre équipe de foot. Avec la relation joue-aidant, on va automatiquement typer ces deux nœuds. Et on va savoir que c'est à la fois des joueurs de foot, à la fois des sportifs et à la fois des personnes. Donc, c'est une autre forme d'inférence qui sont produits par ces systèmes. Alors, là, je vous présente l'ensemble des technologies web sémantiques qui sont définies. Ce que je vous ai présenté, c'était la partie langage abstrait RDF. Donc, il y a d'autres technos associés. Il faut définir des identifiants. Il y a aussi des formats qui sont associés à ces technos. Et donc, vous avez aussi des ensembles de langages pour définir des schémas. Donc, qui peuvent être juste des vocabulaires ou des ontologies ou des thésaurus. Vous avez des langages d'interrogation et vous avez aussi des langages pour décrire les règles qui vont produire de nouvelles inférences. Donc, vous avez vraiment tout un ensemble de technologies associées. Alors, les ontologies du web, à quoi elles servent? Dans le monde du web sémantique, une ontologie, c'est l'ensemble des concepts et des relations utilisés pour décrire un domaine d'intérêt. Les mots ontologie et vocabulaire sont utilisés conjointement. La différence, c'est qu'ontologie, ça doit être un peu plus compliqué qu'un vocabulaire. Et par exemple, dans une ontologie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut définir des contraintes, des conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance à une classe. Donc, d'après le W3C, qui est l'Institut de normalisation des technologies du web, une ontologie sert à normaliser les termes du vocabulaire. Normaliser les termes, ça veut dire définir la signification d'un terme et lui donner un identifiant et un label. La signification d'un terme est toujours donnée par une définition en langage naturel. Ça veut dire que ça doit aider les humains à mieux communiquer entre eux. Un exemple, c'est si je vous donne le mot Java, sans contexte, vous n'allez pas savoir si Java, ça représente l'île, si Java, ça représente le langage informatique, ou si Java, ça représente un type de café. Donc, vous avez besoin
de normaliser ce vocabulaire, d'associer des définitions et de structurer un peu les termes de ce vocabulaire entre eux. Et vous utilisez ce qu'on appelle un modèle SCOS, qui est une partie des langages de modélisation que je viens de citer précédemment. Une fois que vous avez ce vocabulaire, vous allez pouvoir typer les éléments de ce vocabulaire par rapport à un schéma de données. Donc dire, est-ce que c'est une classe, est-ce que c'est une propriété? La propriété, c'est les types d'arcs entre les nœuds. Est-ce que c'est un individu, donc un élément qui appartient à une classe, etc. Les ontologies, ça sert aussi à intégrer des données multisources. Donc, dans les ontologies, c'est des schémas qui sont publiés sur le web. Et quand on va vouloir intégrer des données entre eux, leur donner du contexte, on va reprendre ces schémas-là et on va juste remplir ces schémas en décrivant les faits associés aux données. Donc, vous allez pouvoir, le fait d'avoir plusieurs schémas disponibles, vous allez pouvoir automatiquement comprendre que les données décrites à Dakar, avec un schéma qui existe, qui est par exemple une ontologie qu'on va appeler SSM, vous avez d'autres données d'observation décrites à Clermont-Ferrand avec la même ontologie. Et le fait que ce soit décrit avec le même schéma, on va pouvoir fusionner ces deux jeux de données et faire des traitements équivalents dans ces deux jeux de données. Un autre intérêt des ontologies, c'est que ça organise les connaissances d'un domaine. Donc, vous mettez vos sources d'informations, vos ressources sur le web, vous leur donnez un identifiant et vous allez les décrire avec des données qu'on appelle des métadonnées. C'est des données descriptives d'autres données. Et nous, informaticiens, on va pouvoir travailler sur cet ensemble de données. Et pour aider à la récupération de ces ressources, retrouver plus facilement une source d'information ou produire de nouvelles données par le biais des inférences. Donc, une des applications de ces technologies du web, c'est ce qu'on appelle le Linked Open Data ou le web de données liées. C'est la publication de l'ensemble des données sur le web à l'aide des schémas définis par des ontologies. Et comme ces schémas sont documentés, je vous rappelle qu'on a normalisé le vocabulaire, qu'on a donné des définitions en langage naturel, on a aussi donné des définitions compréhensibles par la machine. Ça va nous permettre, nous, en tant qu'humains, de rechercher plus facilement des ressources. Donc, on publie nos jeux de données sous forme d'un dataset et on va les lier les uns aux autres pour dire, moi, dans mon dataset, j'ai une représentation d'un objet du monde qui est équivalente, et cet objet du monde est aussi représenté dans un autre dataset, et c'est le même objet. Donc, on va pouvoir compléter nos descriptions. J'ose pas vous dire de m'interrompre si c'est pas clair, vu le nombre que vous êtes. Normalement, dans l'idée, c'est ça, donc je vous laisserai me poser des questions. Et pour faciliter ce partage sur des données sur le web, l'inventeur du web, Tim Berners-Lee, a proposé une classification des datasets. J'ai oublié d'enlever les notifications. Et donc, il y a une manière de faire pour faciliter le partage des données sur le web. La première étape, c'est mettez déjà vos données sur le web avec n'importe quel format, mais avec une licence qui permet la réutilisation. Donc, vous mettez vos fichiers PDF sur le web parce que vous trouvez que l'information est très pertinente à partager. Sauf que les informaticiens ne vont pas être contents parce qu'eux, ils savent travailler sur des données structurées. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de mettre des données structurées, donc par exemple des fichiers Excel sur le web. Sauf que Excel, c'est un format propriétaire. Donc, il y a des contraintes quand on utilise des formats propriétaires. Donc, il faut mieux utiliser des formats non propriétaires comme les fichiers CSV. Une fois que vous avez fait ça, le quatrième niveau, le niveau 4 étoiles, c'est identifier les éléments du monde que vous êtes en train de décrire et donner-leur des identifiants. Ces identifiants, ça s'appelle dans les technos du web des URI, Uniform Resource Identifier. Et ça va permettre, en créant des identifiants qui sont visibles sur le web, de permettre aux autres de se connecter à vous et de dire ce que tu es en train de décrire là, moi aussi je l'ai décrit dans mon dataset. Et le cinquième niveau, c'est quand vous avez publié votre dataset sur le web, vous devez vous connecter aux autres. C'est vraiment
une agrégation, un liage de datasets entre eux. Alors, dataset, si je le traduis en français, ça devient jeu de données. Mais par abus de langage, j'utilise parfois des mots anglais. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une mouvance. Actuellement, on cherche vraiment à partager les données de la recherche pour permettre à n'importe qui, quel que soit le chercheur ou qu'il soit dans le monde, à récupérer ces données pour pouvoir travailler avec. Donc ça s'appelle les données FAIR pour findable, trouvable, accessible, pour pouvoir avoir accès aux données. Interoperable, ça veut dire permettre aux jeux de données de se combiner entre eux. Et réutilisable, ça veut dire que les jeux de données, vous les avez suffisamment décrits pour qu'un développeur d'une autre application, qui n'était pas l'application cible au moment de la création du jeu de données, puisse utiliser ce jeu de données pour faire une autre application. Donc, réutilisabilité, ça veut dire qu'il faut forcément déjà donner une licence qui permet, mais aussi décrire la provenance des données. Interopérabilité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut que vos schémas soient documentés et soient disponibles sur le web. Et accessible, c'est le fait de décrire avec des métadonnées et de lier les métadonnées entre elles. Et findable, c'est pour être trouvable, il faut donner un identifiant du web. Donc, l'ingénierie des connaissances, c'est la science de la génération des ontologies, de ces schémas particuliers. Et il y a des méthodologies qui ont été faites pour produire des méthodes pour arriver à construire ces ontologies-là. Au tout début, on construisait donc ces ontologies en interrogeant les experts et on leur demandait, on avait tout un travail de normalisation de vocabulaire et après de typage. Maintenant, il y a suffisamment de ressources qui sont disponibles sur le web, qui ne sont pas forcément des ontologies ou pas que, pour qu'on puisse plus facilement réutiliser ces ressources pour refaire de nouvelles ontologies et de nouveaux datasets associés. Donc, quelle que soit la conception, c'est toujours, en informatique, il y a toujours la phase de spécification. On essaye de décrire le besoin de l'utilisateur. Après, vous avez une phase de planification, parce que c'est un projet informatique. Vous avez la phase de conceptualisation, où là, on essaye d'identifier quels sont les concepts, quelles sont les relations. Et la phase de formalisation, donc d'écrire dans un langage qui est approprié. Et après, l'implémentation, le système expert. L'ontologie est utilisée dans un système expert ou un système à base de connaissances ou un autre système informatique. Et on va regarder si ce système informatique répond bien aux besoins définis dans la phase de spécification. Et dans la méthodologie Néon, qui a été proposée par une équipe de chercheurs à Madrid, il y a plusieurs ensembles de méthodes qui sont représentées par des scénarios d'usage. Et vous avez une série de scénarios où on réutilise des ressources sur le web, mais qui ne sont pas des ontologies, donc qui sont des dictionnaires, des thésaurus, des classifications. Vous avez d'autres scénarios qui réutilisent des ressources ontologiques, par exemple des patrons de conception, qui sont des petits modèles faits par des experts en modélisation pour représenter le monde. Et vous avez maintenant des répertoires qui listent l'ensemble des ontologies existantes dans des domaines particuliers. Par exemple, en agriculture, il y en a un qui est en train d'être développé en France, mais pour l'ensemble de la communauté, qui s'appelle Agroportal, sur le laboratoire du LIRM à Montpellier. Et donc, cette méthodologie proposait plusieurs méthodes sous forme de scénarios. Et un étudiant que j'ai encadré en thèse, Fabien Amargé, a fusionné ces deux scénarios pour essayer de proposer une nouvelle méthode. Donc, on est parti d'un ensemble de patrons de conception qui représentaient des petits modèles corrects, enfin validés par des experts. Et on a sélectionné un petit ensemble de patrons pour représenter le modèle qui va correspondre à notre besoin. Et ensuite, on a sélectionné plusieurs sources disponibles sur le web. C'était que des thésaurus. Les thésaurus, c'est des normalisations de termes utilisés dans la gestion documentaire. Et on a transformé tous ces thésaurus sous forme de modèles SCOS. Et après, on a posé des règles de transformation
pour remplir le petit module qu'on avait créé précédemment avec les patrons de conception, pour faire des petits datasets représentant chacune des informations issues des sources. Et ensuite, il avait un processus de fusion pour calculer les connaissances communes à l'ensemble de ces datasets. L'objectif était d'essayer de proposer une méthode où on récupérait déjà des connaissances consensuelles, donc formalisées dans des ressources disponibles, et ensuite, en fonction du besoin, quand on avait ces connaissances consensuelles, on allait chercher des connaissances complémentaires qui étaient disponibles dans d'autres sources, sachant que ces sources-là, avant, devaient être qualifiées par des experts. On disait, là, c'est une bonne source d'information pour ça, pour ce besoin-là. Celle-là, elle n'est pas bonne, mais enfin, elle n'est pas suffisamment bonne, mais elle va nous aider à identifier qu'est-ce qui est consensuel. Il y a une autre méthodologie qui est toujours développée dans la même équipe à Madrid, qui est plus en lien avec les technologies agiles, qui est une nouvelle manière de développer les systèmes d'information actuellement, avec plus de récurrence. On fait des boucles de développement plus courtes et plus rapides. Donc, cette manière de développer les systèmes d'information, c'est aussi a été adapté au développement des ontologies. Donc, on a toujours cette phase de spécification sous forme de questions de compétences. Donc, c'est des questions en langage naturel. Je vous montrerai des exemples dans un des projets. Et il y a toujours la phase de formalisation, conception, implémentation de l'ontologie. Par contre, maintenant, on sait qu'on doit utiliser les technologies du web sémantique. Donc, il faut que ces ontologies soient disponibles sur le web de données liées. Et il y a maintenant plus une phase de maintenance de l'ontologie parce que comme on la rend disponible à l'ensemble de la communauté doit pouvoir nous faire des critiques pour dire « moi, je ne suis pas d'accord avec ta représentation des connaissances. J'aimerais que tu rajoutes ça ou ça ne représente pas ça, ou, etc. » Donc, il y a la phase de maintenance est devenue beaucoup plus importante. On a travaillé, donc là, je vais vous présenter les cas d'usage, les applications réelles. Donc, on a travaillé sur la mise à disposition de données d'une station météo que nous avons dans le centre de l'Allier pour les mettre à disposition avec ces technos-là à l'ensemble de la communauté. Donc, c'est toujours dans ces principes de rendre les données scientifiques accessibles à tout le monde. Donc, mon employeur, l'INRAE, est un fournisseur de données dans de nombreux domaines. Donc là, je vais vous parler de la station météo, mais on est aussi fournisseur de données pour les observatoires hydrographiques des bassins versants pour l'étude des crues. On est fournisseur de données pour l'évolution des semences agricoles aussi, pour voir comment de nouvelles variétés de semences vont se comporter dans un environnement correspondant à celui de la France. Donc, on a vraiment beaucoup de jeux de données à rendre disponibles pour la communauté, ainsi que, comme d'habitude, des articles scientifiques ou des bulletins d'alerte. Donc, on va utiliser ces technologies-là et le gros problème qu'on a, c'est qu'on doit faire face à de l'hétérogénéité de données. Alors, à la fois sur les dispositifs physiques qui sont utilisés pour mesurer les phénomènes naturels et à la fois sur le type de données mesurées. Donc, vous avez en bas des images de différents… Alors là, c'est une station météo. C'est la station météo qu'on a utilisée, qui est une station météo fixe. Vous avez des stations météo qui sont produites par d'autres manufacturiers qui sont des stations météo mobiles. Nous avons des capteurs dans le sol pour mesurer la température et l'humidité du sol et à différentes profondeurs et différents types de capteurs. Vous avez des sondes hydrométriques et des tensiomètres, par exemple. Et donc, ces mesures vont être légèrement différentes. Ça ne va pas être exactement les mêmes mesures, même si c'est les mêmes phénomènes naturels observés, et ces mesures vont être accessibles dans des formats différents. Ils sont utilisés en agriculture, mais aussi en gestion des risques. Là, vous avez des exemples de toutes les interfaces disponibles juste sur les stations météo. Là, c'est toujours notre interface de la station météo qui est à Montoldre, et
on a juste l'information sur la température. C'est marqué température 16 degrés Celsius avec une indication de l'unité de mesure. Par contre, on ne sait pas que c'est de la température de l'air. Ça pourrait être de la température du sol. Là, vous avez une station météo qui a été utilisée dans un projet alpin. Et vous avez, donc déjà, c'est écrit en anglais maintenant, cette fois, et vous avez l'indication que c'est la température de l'air. Par contre, vous n'avez pas l'unité de mesure. Et là, vous avez la donnée, elle est intitulée air temp. Donc, ce n'est pas comme air température. Donc, et par contre, le capteur, il est plus disponible. Il n'envoie plus d'informations. Là, vous avez une autre interface où là, on a air température. Donc, le phénomène naturel est bien décrit. Vous avez l'information de type de la station météo et vous devez cliquer pour avoir accès à un fichier qui va vous lister l'ensemble des mesures faites par cette station météo, par ce capteur de cette station météo. Donc, il y a vraiment différentes formes d'accès à ces mesures. Et là, on a regardé que les mesures de température dans des stations météo. Donc, vous voyez la diversité de l'hétérogénéité. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des ontologies qui étaient déjà disponibles sur le web. On les a réutilisées et on a juste rempli nos données, organisé nos données avec ces nouvelles ontologies-là. Donc, ça va, et on a donc suivi les recommandations de Tim Berners-Lee. Donc, on va être en 5 étoiles. On va aussi lier notre dataset à d'autres datasets. Une des ontologies qui est très importante dans mon domaine, c'est l'ontologie qui s'appelle Semantic Sensor Network. Il y en a plusieurs ontologies qui ont le même objectif, c'est d'écrire les mesures de capteurs. Donc, une observation, c'est un événement de mesure. Vous avez l'information que cette observation, elle est liée à un capteur. Vous avez l'information que ce capteur, il appartient à ce qui est appelé une plateforme qui est une station météo. Cette observation, cet événement de mesure, il a été produit parce que le capteur suit une procédure, donc une procédure de mesure. Et cette observation, elle observe un phénomène naturel qui est appelé feature of interest et la caractéristique de ce phénomène naturel. Donc, par exemple, température, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est un phénomène naturel ou c'est une caractéristique d'un phénomène naturel? Et c'est une caractéristique, parce que la température peut s'appliquer sur un humain, on peut mesurer la température d'un humain, d'une vache, du sol, de l'air. Donc, c'est une caractéristique observable et les phénomènes, donc là, dans nos cas, c'était une couche de l'atmosphère supérieure juste au-dessus de la couche terrestre et qu'on appelle principalement l'air, quoi. Mais voilà. Et cet événement d'observation, il est associé à un résultat et il a aussi une temporalité. Et on identifie deux temporalités. Quand est-ce que l'événement a été mesuré, donc quand est-ce que le phénomène naturel a été observé et quand est-ce que la mesure est rendue disponible dans un système. Donc, pour publier nos données météo, on a utilisé cette ontologie comme ontologie noyau et sur lequel on va plugger d'autres schémas, d'autres ressources qu'on va trouver toujours sur le web. Donc, là, vous avez la liste de ce qu'on est allé chercher sur le web qui est recommandé par d'autres organismes et qui sont la plupart sont recommandés par le W3C qui est l'organisme de normalisation du web. Et avec ça, on n'a pas eu besoin de définir nos schémas ni de le documenter parce que ça avait déjà été fait. On a juste eu besoin d'associer nos données, d'organiser nos données avec ce schéma. Et donc, ça a la tête d'un graphe avec beaucoup de liens. Donc, c'est déjà un graphe qui peut paraître assez verbeux, mais pour nous, c'est un petit graphe et on le lie à d'autres datasets. Par exemple, là, on a créé un individu, enfin une instance pour représenter la pression de l'air. Et on dit que cet individu, il est exactement équivalent à un autre individu qui est produit dans une autre source, qui est un thésaurus représentant tous les types de mesures météorologiques disponibles et qui a été produit par un organisme anglo-saxon. Donc, on va vraiment réutiliser des ressources proposées par plein d'instituts et nous, ça va nous faciliter notre travail d'informaticien. Et je travaille beaucoup avec un ingénieur qui, lui, fait les programmes pour passer de la base de données dans laquelle on avait nos mesures de stations météo et il traduit
il a tout un système pour traduire cette base et pour remplir ce qu'on appelle un triple store, qui est l'équivalent de la base, mais dans les technos web sémantiques. Donc là, ça nous permet, donc on a une interface sur le web, vous pouvez aller sur le lien. Donc ces technos-là sont faites pour les informaticiens. Vous posez une requête, donc c'est une manière pour un informaticien d'interroger un jeu de données en utilisant le langage Sparkle qui est dédié à ces technos-là. Et vous avez soit un ensemble de résultats, et là, Stéphane, il a créé un petit programme pour afficher en fait les résultats sur une courbe. Donc, on interrogeait pour avoir l'évolution de la température sur une journée à Montaudre, et donc vous voyez que la température augmente jusqu'à atteindre le pic en milieu de journée et redescend au cours de la journée pour atteindre le pic le plus bas pendant la nuit. Donc là, c'est un exemple, le premier exemple de publication de données. Donc là, je vais passer un peu plus vite parce que je vois que je suis à court de temps. Donc, on a fait la même chose sur la mise à disposition de bulletins d'alerte agricole sur le web avec ces technos-là. Donc, c'est des bulletins qui sont disponibles actuellement dans plusieurs sites web sous forme de fichiers PDF. Donc, le PDF, ce n'est pas l'ami des informaticiens, je vous rappelle, il faut qu'on fasse de l'extraction. Donc, on a fait des premiers graphes où on décrivait juste les bulletins pour dire quelles étaient leurs dates de publication, quelle était la filière agricole utilisée, donc là c'était grande culture, et quelle était la région de France concernée. Et là, pareil, on n'a pas eu besoin de redéfinir des schémas, on est allé utiliser un vocabulaire qui est très connu, donc une ontologie plus simple qui s'appelle le vocabulaire du Dublin Core, qui a déjà proposé plein d'URI pour décrire des documents sur le web. Donc, on a fait ça. Et maintenant, on aimerait aller un peu plus loin. On aimerait aller dans le contenu du texte des bulletins pour extraire des observations des parcelles. Donc, par exemple, on aimerait extraire des observations sur le stade de développement des parcelles. Et vous avez là une information D1, c'est un type de stade de développement utilisé en France dans une échelle qui s'appelle Baggiolini. Et il y a plusieurs échelles disponibles et on dit juste que, donc D1, ça veut dire que pour une parcelle de colza, les boutons sont accolés mais encore cachés par les feuilles terminales. On veut juste dire que 2% des parcelles observées ont atteint ce stade-là, etc. Et vous allez voir, donc, pour définir ce nouveau besoin, on a utilisé ce qu'on appelle des questions de compétences. Donc, on a écrit en langage naturel ce que les gens qui voulaient utiliser notre système auraient voulu voir comme données. Donc, quels sont les stades de développement atteints par la culture de colza dans des parcelles cultivées dans la région du Puy-de-Dôme pendant la période 2019, l'année 2019 par exemple. Donc, ces questions en langage naturel, on en a défini 15 pour représenter vraiment comment on fait notre système d'information. Et on va réutiliser toujours notre ontologie SSN, parce que SSN, elle est faite pour les dispositifs physiques, mais aussi elle est faite pour les humains, pour que l'humain peut être un capteur. Donc, le fait de bien connaître une ontologie nous a permis de déployer plusieurs systèmes et plusieurs jeux de données associés. Et pareil, on est allé rechercher sur le web d'autres ontologies, donc toujours le même processus, avec des petites différences. Par contre, il a fallu qu'on définisse un thésaurus pour représenter la typologie des cultures produites en France. Parce que cette information-là, elle est disponible dans des bases qui appartiennent au ministère, qui appartiennent aux instituts agricoles, mais il n'y a encore personne qui les a mis à disposition sur le web. Donc, on est toujours en train de recréer notre classification des cultures. Et donc, pour montrer cette démarche de rendre les données accessibles avec ces technos-là n'est pas encore totalement acceptée partout. Il y a quand même des réticences. Donc, c'était pour moi un moyen de montrer, regardez, quand vous faites ça, vous allez faciliter le travail des autres. Donc, on a construit à la main cette ressource-là en lisant le Larousse agricole, parce qu'il nous fallait des définitions en langage naturel. On a aussi beaucoup utilisé Wikipédia
Et parce qu'on n'a pas trouvé de ressources qui représentaient le besoin français, on a été obligé de le refaire. Mais maintenant, c'est disponible sur le web de données, donc à l'aide d'un des langages qu'on appelle les modèles SCOS, proposés par les technologies web sémantiques. Donc, un terme, donc une culture vigne, elle va être associée à plusieurs labels. On a des labels préférés, des labels alternatifs et des définitions, et on va pouvoir poser des liens hiérarchiques entre les termes entre eux, enfin les concepts entre eux. Et ça va être une première modélisation des connaissances qui est très utile quand on fait de la recherche d'informations. Et maintenant, on retrouve notre ontologie SSN et sa nouvelle version qui s'appelle SOSA. Donc, c'est une observation. On a le capteur qui est représenté par, cette fois, ce sera un humain ou une machine. On a le stade de développement. On a les échantillons de parcelles qui sont représentés aussi par un identifiant. Et on dit que ces échantillons de parcelles concernent la culture de la vigne. Et là, on va être, cette information-là va être issue de nos thésaurus, du thésaurus qu'on vient de créer, qui est juste là. Donc, on est obligé d'être très précis. Là, par exemple, on dissocie le cultivar de la culture. Le cultivar, c'est la variété et c'est ce qui est vendu par les semenciers. La culture, c'est un terme plus générique et une même culture peut avoir plusieurs cultivars. Donc, on a été obligé de représenter ça. Donc, nos graphes sont très, très précis et vous allez vite voir le problème, c'est qu'on est en train de construire des graphes de plus en plus gros. Et à la fin, donc là, c'est un autre graphe qui représente une annotation, donc qui va se compléter avec le graphe précédemment, etc. Et à la fin, on va avoir des graphes très, très gros. Alors, pour voir si nos systèmes répondent bien aux spécifications qu'on a proposées tout au début, on va écrire des requêtes, donc les requêtes Sparkle, toujours dans le langage associé au techno-WebSem, le langage d'interrogation des techno-WebSem, pour voir si nos questions de compétences qu'on a définies précédemment, on peut les transformer en requêtes formelles dans notre langage. Donc ce projet ANR, c'était le projet D2CAP, qui a pour but de permettre de publier plusieurs sources d'informations dans le domaine agricole sur le web de données liées. Donc, on a encore d'autres choses à faire, d'autres référentiels à mettre et d'autres graphes à faire évoluer. On va passer sur un autre projet, si j'ai le temps. Juste, c'est un projet plus en lien avec l'Internet des objets, le web des objets, des choses comme ça. Donc, le projet ANR, il s'appelle COSWO. Et dans le domaine des objets connectés, en fait, les systèmes qui utilisent des objets connectés s'appellent des systèmes contextuels. Sachant que le contexte, c'est l'ensemble des informations et des mesures produites par les objets connectés, donc les capteurs, mais vous avez aussi des actionneurs qui peuvent lancer des actions. Donc, un système d'irrigation est un actionneur. Et dans ces systèmes contextuels, où on a donc de l'IoT, de l'Internet des objets, et on va utiliser les technologies web pour permettre à l'ensemble de ces objets d'échanger leurs données. Et les ontologies interviennent dans deux phases. La phase d'annotation des mesures et d'échange de données, donc c'est une problématique d'intégration de données, et la phase d'inférence, on va produire de nouvelles connaissances. On va faire des traitements pour que des données soient enrichies. Ah, il faut que j'arrête de parler, excusez-moi. Voilà. Ben, voilà. Donc, on a utilisé ces ontologies. Ah, voici les questions. Mais je ne vous entends pas. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? J'entends personne. Non, allez-y, concluez. En fait, on était en train juste de partager les questions que vous pourrez par la suite choisir de répondre. Mais vous pouvez conclure d'abord. Donc, voilà, alors, ces ontologies-là, c'est un domaine de recherche, c'est une autre branche de l'intelligence artificielle que celle qu'on vous a montrée. Elle permet en fait de tracer toutes les opérations informatiques que l'on fait sur les données et de rendre disponible l'ensemble de ces traitements